Avec l'arrivée du froid et l'envolée des prix de l'énergie, 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. Qu'est-ce que cela signifie et surtout, comment en sortir? La réponse juste après ces témoignages. Regardez. Pour se chauffer cet hiver, Catalina Garbi ne peut compter que sur ce chauffage d'appoint. Elle marche avec l'électricité. Avec l'électricité, c'est très cher. Elle vit avec son mari et un de ses enfants dans cet appartement cannois. Les chauffages sont hors service et le couple n'a pas les moyens de les réparer. C'est sa fille qui gère son abonnement électrique et elle a vu la facture grimper de plus de 50%. Entrez. Même cauchemar pour cette Antiboise, 1 200 € de retraite et une facture de 120 € par mois l'hiver. Elle opte alors pour une solution radicale, ne plus se chauffer. Donc, grosses chaussettes, survêtements, robe de chambre et au lit à 21h sous la couette pour pas avoir froid. Voilà. Le seul réconfort que Paula s'accorde, c'est ce petit chauffage d'appoint dans sa salle de bain. Comment sortir de cette précarité énergétique? Nous allons en parler avec nos deux invités. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Jean-Loup Berthès, vous êtes le cofondateur de la Fédération française de la construction passive. Jean-Jérôme Calvier, vous êtes le directeur d'Ulysse, un groupe d'économie solidaire. Il y a 10 ans, vous avez mis en place un service pour les personnes en situation de précarité énergétique. Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors nous les accompagnons au travers d'un service qui s'appelle Solénie, qui est réalisé par des personnes qui sont en parcours d'insertion professionnelle, et nous réalisons ce que l'on appelle des diagnostics socio-techniques au domicile des familles en précarité énergétique, en se déplaçant à leur domicile pour leur faire prendre conscience des différents postes de consommation d'énergie et d'eau dans leur logement. Jean-Loup Berthès, vous avez une solution contre la précarité énergétique. Vous l'écrivez dans ce livre. Vous avez d'ailleurs cofondé la Fédération française de construction passive. Alors, ce sont des logements qui utilisent peu d'énergie. C'est quand même bien plus cher qu'un logement classique. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Bien sûr que c'est accessible à tout le monde. Et je m'empresse tout de suite de vous dire que vous venez de porter une idée reçue selon laquelle un bâtiment passif est plus cher qu'un autre. C'est totalement inexact. Je le démontre en chiffres et en argumentaire dans mon livre. Est-ce que vous avez un exemple concret ? Oui, j'en ai même 10 dans ce livre. 10 bâtiments décrits de façon complète, conçus et réalisés en France. Donc pas des exemples venus d'ailleurs, sous d'autres cieux, dans d'autres conditions. Chez nous, chacun de ces 10 exemples est assorti justement de cette réflexion. Mais s'il n'avait pas été passif, il serait comment et combien il aurait coûté? Et pour chacun, on a démontré que non, le bâtiment passif n'est pas plus cher, parce que ce qui est le plus cher dans le bâtiment, c'est la main-d'œuvre. Il n'y en a pas plus. L'isolation, bien sûr, il y en a un peu plus. On en met un peu plus d'épaisseur. On en met moins de surface, parce qu'on a moins de surface de contact. Justement, comment fonctionne la maison passive? Expliquez-nous. Alors, un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui a été optimisé sur des critères de qualité du climat intérieur pour l'habitant. Tous les habitants de bâtiments passifs, tous ceux qui travaillent dans des bâtiments passifs, mettent en avant comme premier avantage de ces bâtiments, non pas l'économie d'énergie, mais le confort. C'est un confort incomparable. Je ne vais pas commenter davantage, ça pourra prendre beaucoup de temps. Et en dérivé, ce sont les bâtiments les plus économes en énergie pour une raison extrêmement simple. C'est que, évidemment, il faut, ce qui nous manque dans la réglementation française, c'est un peu de physique du bâtiment. L'air ne supporte pas d'être chauffé, sinon sa qualité se dégrade. Ce qui fait que le bâtiment passif, il est optimisé pour pouvoir se passer de tout équipement classique de chauffage ou de climatisation. Ça veut dire qu'on mise tout sur la qualité de la construction et de la conception, et de la réalisation. En fait, c'est un bâtiment bioclimatique dont on a tiré le meilleur. Donc finalement, M. Calvier, on a les rénovations énergétiques, il y a des aides à la rénovation énergétique. Finalement, pour vous, ce serait ça le futur ? Alors le futur, il passera évidemment, comme le dit mon collègue, sur la partie bâtie, mais sans oublier effectivement la partie accompagnement aux usages. Effectivement, et notamment lorsqu'on sera dans des bâtiments passifs, on aura toujours de l'électricité spécifique, on aura toujours de l'eau froide, on aura toujours de l'eau chaude sanitaire, des éléments sur lesquels effectivement il faut aussi accompagner les familles pour une meilleure utilisation. Marie-Charlotte, bonsoir. Nous allons voir avec vous la définition légale de la précarité énergétique. Eh bien oui, c'est la loi du 10 juillet 2010, dite Grenelle II, qui définit ce qu'est la précarité énergétique. Donc il s'agit, vous le voyez là, des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires. Donc en gros, c'est la difficulté de pouvoir chauffer correctement son logement et surtout à un coût acceptable.
Qui sont les précaires énergétiques ? Eh bien, il faut savoir que la précarité énergétique touche le plus souvent des ménages occupant des logements mal isolés. On les appelle aussi des passoires thermiques et ils correspondent aux classes les plus basses. Vous les voyez ici, les F et les G. Donc, dans ces conditions, les ménages dits en situation de précarité énergétique sont ceux qui dépensent plus de 10% de leurs revenus pour payer leurs factures d'énergie. Et le problème, eh bien, c'est que malgré ces énormes dépenses, le froid persiste. Alors, soit à cause de défauts d'étanchéité et d'isolation des bâtiments, soit à cause d'équipements de chauffage obsolètes. Jean-Jérôme Calvier, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos téléspectateurs pour économiser, dépenser moins ? Alors effectivement, le principal poste de dépense d'énergie dans le logement aujourd'hui, c'est effectivement le chauffage, comme l'a rappelé votre reportage. Donc tout ce qui est allié et tout ce qui est en lien avec diminuer les sensations de froid, notamment dans les logements, donc supprimer des courants d'air en installant des bas de porte sous les portes, bien penser à fermer les volets, à mettre des rideaux occultants, bien passer à dégager les radiateurs, effectivement, puisqu'ils rayonnent à l'intérieur de la pièce. Et ensuite, c'est ce que font les conseillers Solenni, beaucoup de temps d'explication pour réguler, en fait, le parti chauffage, bien veiller à gérer ses absences et les nuits, en programmant un thermostat d'ambiance lorsqu'il existe, notamment sur une chaudière individuelle. Lorsque c'est possible. Voilà. Jean-Loup Berthès, la précarité énergétique, c'est pas nouveau. Vous, ce livre, vous l'avez écrit il y a déjà quelques années. Comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, 12 millions de Français soient encore touchés ? Eh bien, parce que je pense que c'est quelque chose qui est difficile à saisir pour la plupart des gens. C'est compliqué. Il faut savoir que, par exemple, c'est pas le seul aspect, notre réglementation thermique, c'est un volume de 1377 pages. Déjà, qui peut comprendre ça ? Et notamment dans ceux qui ont le plus de difficultés pour appréhender les questions techniques, les questions financières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de systèmes d'aide dans ce pays depuis toujours. On les accumule, on les renouvelle. Mais on met toujours des aides sur les étagères en disant « Gens, venez vous servir ». Le problème, c'est que les aides, elles sont délivrées après le projet. Donc elles sont délivrées à des gens qui ont pu le réaliser. C'est en fait une récompense. Ceux pour qui c'est le plus difficile, c'est justement ceux qui ne vont pas pouvoir financer eux-mêmes avant et qui ont besoin de l'argent avant et pas après. Alors, il y a un troisième aspect, à mon avis, c'est que justement c'est suffisamment compliqué, ça comprend suffisamment de paramètres pour que, à mon sens, la puissance publique au niveau local, commune, intercommunalité, devrait être beaucoup plus à l'initiative et prendre justement l'initiative de monter des projets d'amélioration d'habitat par quartier, par îlot, par hameau, prendre cette initiative, proposer aux gens de réaliser les projets pour leur compte. C'est ce qu'on appelait, et on l'appelle toujours d'ailleurs, le tiers-financement. C'est réaliser, faire, les gens bénéficient tout de suite d'un logement de meilleure qualité. Comme il n'y a pas de repas gratuit, pendant le temps que la collectivité amortit son investissement, au lieu de payer de l'énergie, elle paye une redevance à la collectivité qui a financé. Et quand le projet est amorti, voilà, oui, tout à fait. Gagnant-gagnant. Nous, effectivement, on travaille de concert avec les donneurs d'ordre public, notamment le département de l'Isère, qui gère un certain nombre de programmes d'intérêt général, sortir du mal-logement, avec les centres communaux d'action sociale. Ce sont aujourd'hui des acteurs publics qui nous orientent vers des ménages en précarité énergétique, qui sont orientés par les travailleurs sociaux, par des services contentieux recouvrement de fournisseurs d'énergie, et chez qui la finalité, lorsque c'est possible, lorsque ce sont des propriétaires occupants notamment, ou des locataires du parc privé, de se mettre en lien avec les bailleurs pour effectivement mettre en place des dispositifs de rénovation énergétique. Marie-Charlotte, la précarité énergétique touche combien de personnes en France ? Eh bien, dans son dernier rapport, l'Observatoire national de la précarité énergétique estime que 3,5 millions de ménages étaient concernés en 2019. Alors, en France, ça représente environ 11,9% des ménages contre 12,1% en 2018. Donc, on constate effectivement un léger recul qui s'explique soit par l'augmentation des revenus de certaines familles qui ont un peu moins de mal à payer leurs factures, soit par l'amélioration des performances énergétiques de leur logement. Certains ressentent ce que l'on appelle la sensation de froid. Eh bien oui, c'est l'autre symptôme de la précarité énergétique. Cette sensation désagréable de froid touche 14% des ménages interrogés en 2020 par le médiateur national de l'énergie. À noter également que 41% de ces ménages citent le manque d'isolation comme première source d'inconfort. Jean-Jérôme Calvier, on parle de la sensation de froid. Quel impact est-ce que ça a sur nous au quotidien, sur la santé, sur la vie sociale ? Alors, la sensation de froid, ça touche directement le confort.
Nous, dans les formations et la façon dont on explique le métier aux conseillers Solenni, il y a beaucoup de temps passé sur ce fameux confort hygrothermique qui va dépendre effectivement de l'activité de la personne et aussi de l'éloignement qu'elle a par rapport à un mur, par rapport à une paroi qui peut être froide et par rapport à la température extérieure. Donc tous les petits conseils dont on parlait, de bien supprimer les courants d'air, de mettre des rideaux occultants, de s'éloigner, effectivement de s'habiller. J'entends une dame qui disait effectivement de se vêtir, ça fait partie des éléments essentiels effectivement pour se préserver. Les conséquences de la précarité énergétique, ça peut être des problématiques d'humidité, des problématiques de moisissure et du coup des problématiques de santé. Il y a de plus en plus de liens effectivement qui sont faits entre des situations de mal logement et des situations de pathologie liées notamment à la présence de moisissures dans les logements. Alors là, on parle de rénovation énergétique, on parle de plusieurs solutions, de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent? Non? Beaucoup besoin d'accompagnement, beaucoup besoin d'aller au-devant des gens. À nouveau, moi je n'insisterai jamais assez, ça fait 10 ans et plus. C'est trop difficile pour plein de gens. Il y a plein de gens pour qui c'est hors de portée de gérer le projet soi-même. Que ce soit financier, que ce soit technique, que ce soit tous les aspects. Plein de gens, c'est hors de... Et surtout, justement, les plus vulnérables et les plus précaires. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, on va s'en sortir, on va sortir de cette précarité énergétique? Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Il faut vraiment un plan ambitieux de rénovation. Dans les différents modèles de transition qu'on a eu, le rapport RTE qui est sorti, il y a certains scénarios qui précisent qu'effectivement, il faut passer à quasiment 800 000 rénovations énergétiques par an et non pas 30 000. Donc il y a un changement d'échelle qui est fondamental pour travailler effectivement sur le bâti, mais sans oublier effectivement l'accompagnement, puisqu'on n'ira pas effectivement sans expliquer des domaines très techniques. Quand on parle de facture d'énergie, on parle de kilowattheure, on parle de mètres cubes, sans parler thermique du bâtiment, mais rien que sur les usages, on va parler effectivement avec des unités de mesure qui sont quand même très compliquées à comprendre. Donc on a fondamentalement besoin d'expliquer et de manière pédagogique, non jugeante, non stigmatisante. Je pense que là, on est vraiment au cœur du sujet, c'est qu'effectivement, il faut être énormément dans la pédagogie, il faut prendre le temps d'expliquer aux familles. On invite donc les téléspectateurs à vous contacter s'ils ont besoin. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Marie-Charlotte. Demain, je vous donne rendez-vous à 18h40 pour un nouveau On décode. On parlera cette fois-ci d'un tout autre thème, la lutte contre le VIH, une lutte entravée par la crise sanitaire. Le nombre de dépistages est en baisse dans toute la région. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve juste en bas de l'écran. Nous répondrons à toutes ces questions demain avec nos invités. En attendant, passez une très belle soirée sur France 3. À demain.